Bonjour Arthur Aubeuf. Bonjour Patrice, merci de me recevoir. Vous êtes un des cofondateurs de Time for Planet, dont on va parler, et puis vous êtes ici à l'Yvelines Business Club, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des chefs d'entreprise, et ça fait partie, je suppose, de votre job. Oui. Alors, Time for Planet, c'est donc une société que vous avez montée, vous êtes six associés, je crois. Tout à fait. Et ça dit bien ce que ça veut dire, hein, du temps pour la planète, mais expliquez-nous quand même. L'idée est très simple, en fait on est 6 entrepreneurs, on a tous monté des boîtes dans différents secteurs depuis 10-15 ans et on n'est pas des grands écolos à la base, on n'est pas des experts du climat. En fait on a pris conscience assez tardivement de l'ampleur de l'urgence climatique et comme plein de gens on s'est dit on aimerait bien participer un peu à ça. Mais ce qu'on voit très vite quand on est un simple citoyen, c'est qu'une fois qu'on a fait pipi sous la douche et qu'on a acheté une trottinette, on se regarde tous un peu dans le blanc des yeux en se disant que ça ne va pas suffire cette histoire. Voilà. Et nous, on avait une conviction, c'est que l'entreprise est un outil absolument formidable pour transformer nos modes de vie à très grande échelle et que l'entreprise peut être une part de la solution. Donc on s'est demandé comment on pouvait imaginer un modèle d'entreprise qui nous aide à avoir beaucoup d'impact. Et ce qu'on a commencé par faire, c'est rencontrer des grands scientifiques, Jean Jouzel, d'autres membres du GIEC, en leur demandant… Prix Nobel, qui est d'ici d'ailleurs. Tout à fait, qui est d'ailleurs un des messieurs qui a permis de trouver le lien entre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Quelqu'un qui a un peu roulé sa bosse sur les sujets et qui nous a dit, en fait, aujourd'hui, il y a 2 angles principaux. Il y a un, la sobriété, donc ça y est, nos ministres mettent des cols roulés, on y va doucement. Et 2, l'innovation, dans le sens faire autrement. Parce que l'innovation peut nous permettre de transformer de manière systémique notre économie pour la décarboner. Et là où démarre Time for the Planet, c'est qu'à chaque fois, on nous remonte le même constat. Les innovations dont on a besoin maintenant pour se décarboner à grande échelle, en fait, elles sont déjà là. Elles existent, oui. Exactement, il ne faut pas attendre des nouveautés, et vous le savez très bien. Le sujet, c'est qu'elles sont portées par des gens… Il y en avoir d'autres, mais il y en a déjà et beaucoup. Oui. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais le sujet, c'est que ces innovations sont souvent portées par des gens qui sont un profil ingénieur, chercheur, scientifique, et ce n'est pas des entrepreneurs. Donc trouver un modèle économique, transformer en entreprise l'innovation, faire en sorte qu'elle se déploie à grande échelle, qu'elle ait un impact, qu'elle change nos vies, c'est pas leur métier, c'est même diamétralement l'opposé de leur métier. Et nous, ça nous a semblé un peu fou parce qu'on connaissait de très bons entrepreneurs qui justement cherchaient comme nous à donner un peu plus de sens à leurs compétences entrepreneuriales. Et on s'est dit, réunissons ces 2 forces. Prenons d'un côté des innovations à impact qui sont capables de changer la donne et de l'autre de très bons entrepreneurs qui sont capables de faire en sorte que ces innovations se déploient très vite. Donc c'est ça l'initiative. Le cœur de Time for Planet. Mais évidemment, il faut des fonds. Oui. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une entreprise de crowdfunding ou… Oui, complètement. C'est carrément le mot. C'est vraiment du financement participatif. Voilà. Exactement. En fait, on s'est dit tout de suite qu'on n'allait pas le faire tout seul avec nos petits bras. Nous, on ne vient pas du monde de la levée de fonds. On a fait des startups où on levait un peu d'argent, mais on ne sait pas faire ça. Et donc, on s'est dit, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quelque chose de collectif qui permette à n'importe qui d'élargir son rayon d'action pour le climat grâce à son argent. Donc, n'importe qui peut devenir associé, copropriétaire, c'est pas un don, en investissant à partir d'1 euro. Voilà. Et en devenant copropriétaire, son argent permet donc de trouver ces innovations, de les sélectionner, de les financer, de recruter les entrepreneurs. Mais tous ces associés, puisqu'aujourd'hui ils sont plus de 100 000, nous aident aussi à trouver des talents pour les boîtes que l'on lance, des clients. Et en fait, ça accélère vraiment la diffusion de ces innovations, beaucoup plus fort que si c'était juste de l'argent. La création, c'est quelle année ? 2019, décembre 2019. Donc ça fait 4 ans à peu près. Un petit cru. C'était juste avant le Covid. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le Covid après qui n'a pas facilité forcément les choses. Mais vous avez déjà, en mise de fonds, un capital important. Une vingtaine de millions d'euros, oui, tout à fait, ce qui commence à faire. Après, on a encore de la route, puisque notre objectif… C'est 1 milliard, hein, l'objectif, c'est 1 milliard, tout à fait. Et pour… Alors d'ici 2030, on imagine, parce que en fait, ce que vous avez très bien rappelé, c'est qu'on a commencé avec les citoyens. Donc vraiment, au démarrage, on a fait notre preuve de concept sans aller chercher des institutions capables de nous financer. C'est pas les banquiers, c'est pas… C'est ça. Et maintenant, ces gens-là arrivent. On a typiquement France 2030, le plan du gouvernement qui nous a fait un accord pour une quinzaine de millions d'euros. On commence à avoir des gros investisseurs pour plusieurs millions d'euros, voire en dizaines de millions d'euros. Donc maintenant, il va falloir qu'on réussisse le pari parce que nous, on mise sur l'open source. On a un modèle d'entreprise un peu particulier, on va peut-être y revenir. Et donc ces gens-là, on ne rentre pas dans les cases. C'est quoi l'open source ? Alors l'idée, c'est de faire de la licence libre. L'open source, c'est un peu le terme vulgaire pour dire qu'on partage les innovations et on permet à d'autres de commercialiser gratuitement ces innovations. Donc de lancer leur business à partir de nos innovations, à partir des brevets que nous, on a. Mais en échange… Vous avez des brevets, c'est ça ? Tout à fait. Il y a des brevets. Mais ces brevets, on peut créer une licence dessus, qui est une licence libre, qu'on distribue gratuitement. Et n'importe qui peut lancer l'innovation partout dans le monde. Ça aide au déploiement. Par contre, en échange, il y a 2 devoirs. Le premier, c'est de repartager ses propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence, ce qui mutualise la R&D, ce qui nous aide à aller plus vite. Nous, si on se casse la gueule, d'autres réussissent et on peut repartir à partir de leur réussite à eux. Et le deuxième truc, c'est qu'ils doivent nous repartager leur impact en tonnes de CO2 évitées. Et donc ça, c'est important parce que nous, on mutualise
non seulement les tonnes de CO2 de nos boîtes directement, mais aussi les tonnes évitées par toutes les boîtes qui se sont créées grâce à ces licences. Et ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'impact pour nos actionnaires, parce que c'est comme ça qu'on les rémunère. C'est intéressant parce que c'est quand même un tout nouveau fonctionnement quoi, du business, des sociétés. Je pensais à Firefox, par exemple, voilà, qui a fait ça aussi pour Exactement, Internet. C'est-à-dire et c'est vrai que c'est des schémas que, je ne sais pas, il y a 20-30 ans, je ne sais pas si les autres chefs d'entreprise auraient osé les... Non, c'est sûr, mais même aujourd'hui, c'est encore compliqué. Mais utiliser. Dans l'industrie, Elon Musk, par exemple, on en parlait en off tout à l'heure, sur ses superchargeurs, il a décidé de faire ça. Parce qu'il s'est dit, si je suis tout seul à équiper les routes du monde, c'est prêt en 2050 le marché de l'électrique. Moi, je veux être leader en 2030. Voilà, et donc, il s'est dit... je vais jouer collectif, je vais le filer gratos aux autres constructeurs qui vont juste leur prendre en marque blanche. Ils vont équiper les routes avec moi, ça va certes les accélérer, mais moi ça va m'accélérer encore beaucoup plus puisque le marché sera porteur. Avec les 20 millions que vous avez déjà récoltés, combien de boîtes, quoi, d'innovations, vous avez déjà pu financer à peu près? Là, on a fait 6 premières boîtes. Donc, c'est vraiment la preuve de concept de Time for the Planet, dont certaines ont déjà 1 an et demi de financement. On voit vraiment d'ailleurs que le modèle fonctionne parce que ça les accélère vraiment très très fort. L'objectif, c'est d'aller en faire 100. On a reçu plus de 1200 dossiers aujourd'hui. Oui, alors il y a les dossiers que vous recevez. Alors, comment vous faites? C'est les 6 associés qui s'y collent? On a une grande roue comme ça qu'on tourne. Non, vous faites appel aussi, là aussi, à des experts, donc je suppose. Alors, on a toujours le même mélange chez Time for the Planet, c'est tech et intelligence collective. Et on met les deux ensemble. Et donc là, l'intelligence collective, elle se matérialise par ce qu'on appelle des évaluateurs. C'est donc des associés de Time for the Planet qui choisissent de donner du temps en plus. Et donc, on les forme et sur une plateforme en ligne, ils vont aller évaluer nos innovations. Donc, en fonction de 6 critères, ils les notent, ce qui nous permet de faire un top tous les trimestres qui ensuite passe dans un comité d'experts. Là, c'est le comité scientifique. Donc, 14 experts. Directeur du CNRS, directrice de l'INRAE, etc. Voilà, c'est des gens qui sont vraiment dans le métier et eux, ils reçoivent un top parce qu'ils ne vont pas s'amuser à trier 300 innovations. En revanche, ils en reçoivent entre 5 et 10 par trimestre. Ils se réunissent une journée, ils passent du temps, ils challengent les porteurs de projets, ils creusent vraiment le sujet et ils doivent décider par consensus des innovations qui passent à l'étape d'après où là, on va valider la réalité économique. Donc, on va chercher des vrais clients pour ces innovations. Et quand on a fait tout ça, seulement à ce moment-là, on vote en assemblée générale, donc ça se fait en ligne, parce que sinon c'est infaisable avec 100 000 actionnaires. Et on dit, on a ces 3 innovations, 110 000 un peu plus aujourd'hui. Donc on ne pourrait pas les réunir autour d'un dîner et leur dire, allez, qui veut. C'est ça, c'est même pas les... ça serait compliqué. Même les grosses boîtes, quand ils réagissent sur leurs actionnaires, il y en a moins. Mais c'est l'intérêt du digital, justement, aussi, c'est que ça nous permet de faire voter plein de gens de partout. Madame Michu qui a mis 1 euro, elle vote, elle a envie de voter, ça lui fait plaisir. Voilà. Alors, on ne va pas énumérer tous les projets que vous avez financés. J'ai vu qu'il y en avait un des premiers, je pense, où on repeint les toits en blanc. Tout à fait, Cool Roof, ouais. Alors eux, c'est Cool assez Roof, intéressant. voilà, c'est sympa en plus comme... oui, ils ont un nom sympa. Et en quoi ça aide la... Alors oui, ça peut paraître un peu anecdotique quand on ne sait pas forcément. Oui, mais je me suis dit, d'accord, voilà. Ça joue sur l'effet albédo. Donc le principe, c'est que quand une surface est blanche, elle renvoie le rayonnement solaire. Et eux, ils ont inventé une peinture à base de coquilles d'huîtres qui dure 20 ans, qui n'a pas de pétrochimie et qui renvoie 95% du rayonnement solaire. Donc ce que ça produit, c'est que plutôt qu'avoir un toit noir qui absorbe le rayonnement solaire, là, il y en a une très petite partie qui passe et donc le bâtiment se réchauffe beaucoup moins. Et notamment en été, le delta, c'est une quinzaine de degrés. Donc vous faites baisser la température de 15 degrés dans le bâtiment, ce qui limite considérablement l'utilisation de la clim notamment. Et comme la clim utilise des gaz qui sont pour le coup des milliers de fois plus réchauffants que le CO2, en fait l'impact pour la planète est énorme. Il y a plusieurs écoles dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a les décroissants qui disent qu'il faut tout arrêter. Et voilà. Je ne sais pas s'ils disent tout à fait ça, mais en gros, faut décongestionner l'économie. Voilà. C'est ce que vous disiez, la sobriété, et plus de sobriété. Et puis, il y a en effet les tenants, ce qu'on appelle l'écolo-modernisme, notamment, de l'innovation, en disant oui, l'innovation va peut-être nous sortir de là. Vous êtes optimiste, vous, sur le fait que l'innovation va pouvoir nous permettre de gagner ce pari qui est quand même compliqué à mener. Non, on est nuancé, je dirais. On n'est pas technosolutionniste. On est plutôt dans une vision où l'innovation fait partie de l'équation quoi qu'il arrive. On ne pourra pas y arriver sans. C'est pas nous qui le disons, c'est le GIEC. Donc nous, on se réfère au GIEC. Maintenant, ça ne suffira pas, évidemment. Il va falloir et de la sobriété et de l'innovation. Et il va falloir combiner tout ça parce qu'on est face à un problème systémique. Donc je pense que se dire, il y a une solution miracle qui suffira à tout balayer, c'est un peu ambitieux. On parlait des toits blancs. Dans les projets que vous avez vus passer, que vous avez financés, lesquels, par exemple, vous ont le plus, ou lequel, il n'y en a qu'un, mais il y en a peut-être plusieurs, vous ont le plus surpris ou scotché, si je peux dire?
En fait, certains projets paraissent simples et en Ouais. fait, c'est juste du bon sens qui revient. Typiquement, Yves Parlier, le navigateur, qui a lancé Beyond the Sea. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la traction vélique. Alors c'est un mot compliqué pour dire qu'en gros, il fait une voile de kitesurf un peu géante qui va sur les navires porteurs, qui monte en très haute altitude parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, on utilisait considérablement mal le vent par rapport à ce qu'on savait faire avant. Maintenant, on sait faire des choses bien mieux, donc on monte en haute altitude, on fait des mouvements un peu comme des 8 d'un kitesurf, enfin vraiment si on veut faire l'amalgame presque, et ça réduit de plusieurs dizaines de pourcents la consommation du navire. Donc ça, c'est piloté par une intelligence artificielle, parce qu'on ne va pas mettre un type qui s'occupe à piloter la voile. C'est déployé par de l'air comprimé qui pousse la voile très fort, et s'il y a un problème qu'elle tombe à l'eau, hop, ça la ramène et pof, ça la relance, donc c'est très efficace, ça fonctionne déjà sur de la plaisance, sur des navires, sur des voiles de 50 mètres carrés. Le but, c'est de monter sur des voiles de 3000 mètres carrés, donc là, ils travaillent sur des partenariats avec CMH, CGM, etc. Et c'est vraiment tout bête quand on y pense, mais ce que je trouve intéressant, c'est le mix entre de la low-tech, donc vraiment avec une voile, quoi. On n'a pas réinventé la roue, mais l'intelligence artificielle qui vient ici lui donner une dimension et une faisabilité sur quelque chose qui n'était pas possible avant. Oui, c'est assez génial. Moi, j'aime bien le combo des deux, je le trouve bon, parce que du coup, il réconcilie un peu ce qu'on se disait avant. Là, vous allez rencontrer des chefs d'entreprise. En quoi c'est important Ouais. Alors, je pense que l'entreprise et les chefs d'entreprise de manière générale, ils nous aident justement à définir la direction du monde. Clairement, l'entreprise, elle définit dans quelle direction se met la force de travail de l'humanité, puisque les salariés vont travailler pour des projets d'entreprise qui, in fine, font le projet de société. Je pense que c'est important que les chefs d'entreprise prennent aussi des responsabilités par rapport au fait que nos projets de société aujourd'hui sont très mal définis. C'est vrai, il y a 50 ans, on disait à un gamin, c'est quoi 2020 ? Tout le monde nous regardait avec des étoiles dans les yeux en disant les voitures volantes, les gratte-ciel tellement hauts. J'ai connu ça machin. quand je suis un peu plus vieux, quand on parlait de l'an 2000. C'était la révolution. Il n'y a pas de voiture qui volait. Bon, aujourd'hui, on peine un peu à faire des trottinettes électriques. Cosmonaute. Donc, et donc, ce projet de société, il s'est heurté un peu aux réalités physiques du monde, j'ai envie de dire. Et là, il faut définir le nouveau projet de société un peu de toute urgence, parce que je pense que si on n'est pas capable d'avoir un projet de société, aujourd'hui, notre projet, c'est survivre, ça ne fédère pas, ça n'emmène pas l'humanité vers quelque chose. Et je crois que les chefs d'entreprise ont un vrai pouvoir pour être capables de participer à construire ce projet de société qui peut nous stimuler. Parce que si l'humain n'est pas stimulé et que le seul truc qu'on voit, c'est Mad Max survivre dans un désert, on ne va pas y arriver. Oui, on va être un peu déprimé. Ça va être compliqué. Par exemple, dans les innovations qu'on voit venir sur dessus, les voitures électriques, etc., avec des batteries. Bon. La plupart des batteries sont fabriquées en Chine. Oui, tout à fait. Est-ce que vous faites attention dans les projets que vous financez, que vous soutenez, à ce qu'ils soient, je ne sais pas s'ils sont français, mais en tout cas plutôt européens ? Pour l'instant, de toute façon, on en reçoit principalement en Europe, mais honnêtement, on n'est pas trop regardant là-dessus parce que si on voit vraiment une très bonne innovation, en fait, ça la ramène ici. Ça fait de la souveraineté. Typiquement, on a une innovation qui vient de San Francisco, une qui vient d'Inde. La structure s'est faite ici. Donc, en fait, l'entrepreneur qu'on a recruté était français. On n'y fait pas particulièrement attention parce que nous, ce qu'on veut, c'est l'impact, avant tout. C'est l'efficacité. Exactement. Mais évidemment, si on a, j'en sais rien, la Corée du Nord qui nous propose je ne sais pas quoi, on va réfléchir autrement, oui. Alors vous êtes arrivé, vous le disiez, vous n'êtes peut-être pas un militant écolo à la base. Alors, j'ai dit un peu par hasard, pas tout à fait, parce que vous avez toujours travaillé dans le digital, au fond. Oui, tout à fait. Ça fait une dizaine d'années que moi, je monte des boîtes dans les applications mobiles, les sites internet, les communautés en ligne de manière générale. Vous avez fait une application qui a fait un succès énorme, non ? Oui, j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu deux principalement, mais en effet, et puis après, j'ai géré l'Europe pour Thriller, qui était un réseau social américain, concurrent de TikTok direct. Alors là, les Chinois ont gagné pour le coup parce qu'ils ont mis les moyens. Trailer, on n'entend plus parler, si ça existe encore ? Ça existe encore, mais alors moi, ça fait quelques années que je ne suis plus. Mais il y avait quand même 100 millions d'utilisateurs à l'époque. Je me suis dit, mais c'est quoi Trailer ? Ouais, tout à fait, mais à un moment, c'était un beau carton. TikTok, TikTok a gagné, quoi. Et donc, bon, et ça marchait bien. Et un jour, je ne sais pas si on dit un jour, vous avez fait une sorte de burn-out, c'est ça ? Alors, le burn-out, je l'ai fait en commençant le projet Time for the Planet, donc au démarrage, parce qu'on bossait vraiment comme des fous, on bossait bénévolement, et c'était pas évident de trouver ses repères dans un milieu où on est tout le temps sollicité, on nous amène tout le temps des sujets. Et puis moi, je suis assez boulémique quand je rentre dans un sujet, j'ai besoin de le comprendre en profondeur, donc j'y passe beaucoup de temps. Je pense que j'ai mis beaucoup d'énergie, donc ouais, ça m'a un peu mis KO, et je réapprends aussi maintenant à être dans l'équilibre, même quand on s'implique pour une cause qui n'est pas purement lucrative. Là aussi, il faut savoir s'écouter, quoi.
Mais vous étiez dit, en sortant de ces applications que vous aviez, ou de thrillers, enfin je ne sais pas, au fond, vous avez une réflexion sur ce que c'est une boîte, quoi. Ce que c'est une entreprise, est-ce que c'est là pour faire de l'argent uniquement ou pas je me rappelle d'un truc qui m'avait interloqué et même choqué, je crois. Enfin, quand j'ai découvert la définition d'une entreprise dans le Code civil français, en fait, c'est un organisme qui doit générer un maximum de profit pour distribuer un maximum de dividendes à ses actionnaires. Ouais. Et ce jour-là, je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie? Une entreprise, moi, j'ai jamais fait ça pour ça. Alors, on le fait pour répondre à un problème de société, pour participer à améliorer le bien commun. Et donc, chacun amène ce qu'il peut. Donc, l'employé, il amène du temps, l'actionnaire de l'argent. Et en fait, c'est comme ça que ça marche une entreprise. Et je me suis dit, mais putain, mais comment on est arrivé à un truc aussi dévoyé? Et j'ai eu envie d'amener cette réflexion avec mes associés sur que devrait être l'entreprise de demain. Il y avait la même réflexion que vous? Ah oui, même depuis une dizaine d'années pour certains. Vous êtes tous lyonnais, c'est ça? Alors pas tous lyonnais, mais on était tous de Rhône-Alpes, on va dire. Ouais. Et donc on s'est tous recroisés autour de cette vision de à quoi sert l'entreprise. Voilà. Et en fait, notre conviction, c'est que l'entreprise, elle doit être utile. Elle doit d'abord brasser de l'utilité avant de brasser de l'argent, avant de brasser des millions d'abonnés, machin. Ça, on s'en fout. Ça doit être au service de l'utilité. Et donc, comment est-ce qu'on matérialise cette utilité? Nous, on a fait le choix de le faire avec ce qu'on appelle le dividende climat. Donc, nos actionnaires viennent pour être rémunérés en dividende climat, c'est-à-dire des tonnes de CO2 évitées qu'on leur distribue annuellement au prorata de leur part chez Time for the Planet. Donc, comme un actionnaire qui va attendre son dividende financier, nous, ils attendent leurs tonnes de CO2 tous les ans. Ils disent, j'espère que mon argent, il a travaillé au service de beaucoup de CO2 cette année. Voilà, c'est vraiment le fonctionnement. Donc, c'est une autre forme d'enrichissement, si on peut dire. Complètement, complètement. Mais ils le voient comme ça, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont pas venus pour gagner de l'argent, et ils sont plus de 100 000. Donc, ils sont Et c'est intéressant ce que vous dites sur l'entreprise, parce que maintenant, quand c'était en effet pas la définition du code civil, etc. Mais quand vous parlez maintenant à des chefs d'entreprise aujourd'hui, l'idée de l'utilité sociale de l'entreprise, elle est prépondérante. Elle sort de plus en plus et heureusement, on se rend bien compte qu'en fait, on fait face à des challenges énormes et qu'il y a un moment, il va falloir qu'on mette tous les moyens dont on dispose pour les résoudre parce que sinon, on sera tous dans la merde. Et l'entreprise et l'entrepreneur, ils voient bien qu'il a un rôle à jouer, c'est évident. Vous avez quel âge? J'ai 29 ans, bientôt 30. Et il y a beaucoup de gens de votre génération qui sont, comment on dit, éco-anxieux. Il semblerait, mais en fait, moi, comme je suis dans l'action toute la journée, j'ai pas trop le temps d'être éco-anxieux. Mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup de jeunes qui le sont. C'est vrai que quand on revient à ces histoires de projets de société, aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit, c'est à quel horizon est-ce qu'on va tous crever, quoi. En gros, c'est à peu près ça le débat. Ça donne pas très envie de s'impliquer ou de faire des choses. Enfin, je pense que c'est normal que les gens soient éco-anxieux. Donc là, il faut vraiment qu'on définisse le cap et qu'on dise, on peut aller vers ça. La transition peut nous permettre de vivre dans ce monde-là. Et je pense qu'on ira, si ça a l'air bien, si ça a l'air désirable. Tant que ça a l'air nul, on n'ira pas. Le cerveau humain, il est plutôt bien fait. Pour terminer, on pourrait dire que vous n'êtes ni pessimiste ni optimiste, vous êtes réaliste au fond sur la situation. Ouais, on peut dire ça. Alors après, moi j'ai quand même actif en tout cas. Ouais. Il faut agir quoi. Je pense que l'action c'est la seule chose qui compte. Après, ça sert à rien de savoir si on est optimiste ou pessimiste de mon point de vue. Il faut faire des trucs. Puis on verra bien. On aura fait de son mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. À bientôt.